Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au webinaire de l'appel à projet du programme Emploi et Handicap. On vous remercie de vous joindre à nous pour cette heure qu'on va passer ensemble du coup pour vous parler du programme Emploi et Handicap et de l'appel à projet. On sera deux intervenantes ce matin, donc moi-même qui suis responsable du programme Emploi et Handicap et Marie Masse qui travaille à l'association OETH et que je laisserai se présenter. Donc, pour votre information, ce webinaire est enregistré et un replay sera disponible en ligne. Peut-être dernière information par rapport aux règles du jeu de ce webinaire, c'est que vous ne pourrez pas prendre la parole via le micro. C'est normal, c'est fait exprès, mais vous pourrez évidemment en revanche poser toutes vos questions et on vous y invite dans le chat, l'espace questions-réponses. QR. Donc vraiment, voilà, l'objectif, c'est que vous puissiez nous poser vos questions au fil de l'eau. On essaiera de les traiter au fil de l'eau. Et si on n'y arrive pas, évidemment, on prendra un temps à la fin du webinaire pour s'assurer que nous ayons répondu à toutes vos questions. Eh bien, sans plus attendre, je vous propose, il est donc 12h03, que nous débutions ce webinaire. Et du coup, je vais vous présenter le programme de ce qu'on va faire, tout simplement. Donc, on a fait le petit point accueil. Maintenant, je vais vous présenter 21 et Marie vous présentera l'association OETH. Et après, on passera un petit temps sur la présentation de ce programme et après, évidemment, du dossier de candidature pour vous expliquer comment postuler. Et après, on aura un temps de questions-réponses pour répondre à tous vos questionnements. En ce qui concerne l'introduction, je vais vous présenter 21, qui est l'accélérateur d'innovation sociale de la Croix-Rouge française et de Nexem. C'est un accélérateur qui a été créé il y a bientôt 5 ans. Nous allons fêter nos 5 ans en mai 2024 et qui se donne pour ambition de répondre aux besoins des personnes vulnérables, quelles qu'elles soient, en transformant l'offre sociale, sanitaire et médico-sociale via l'énergie entrepreneuriale et l'innovation. Donc, très concrètement, dans notre secteur, il y a énormément différentes problématiques sur différentes thématiques et on se donne comme mission de trouver des solutions pour certaines de ces problématiques-là, d'où le 21, en fait, c'est essayer de trouver des solutions pour les challenges et les défis du 21e siècle. En termes d'activités, on en a 4 principales. La première, c'est que nous sommes un espace de coworking situé au siège de la Croix-Rouge française, qu'on appelle le campus. C'est un espace où on accueille une centaine de coworkers et où il y a toute une offre événementielle toute l'année à destination d'acteurs publics, privés et associatifs. Ça, c'est notre première activité. C'est un beau lieu et vous êtes les bienvenus à venir visiter ce lieu, bien entendu. Le deuxième volet de notre action, c'est un incubateur pour intrapreneurs, c'est-à-dire que un collègue à moi s'occupe d'accompagner des salariés et bénévoles de la Croix-Rouge française pour développer leurs projets. On parle d'incubation, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui, dans le cadre de leur engagement bénévole ou salarié, rencontrent une problématique donnée et souhaitent développer une solution. Voilà. Aujourd'hui, on se parle dans le cadre de la troisième brique, le troisième volet, qui sont les programmes dits d'innovation ouverte, c'est-à-dire des programmes d'accompagnement qui s'adressent à des entrepreneurs en dehors de la Croix-Rouge française, qui ont une solution sur une thématique donnée et qui vont aller la tester sur les terrains de la Croix-Rouge française. C'est ça l'innovation ouverte, c'est vraiment quelque part accueillir des personnes externes à la structure et les accueillir sur un temps donné pour qu'elles puissent expérimenter leurs solutions déjà éprouvées sur les terrains du secteur sanitaire, social et médico-social, à savoir les terrains de la Croix-Rouge, de Nexem et de l'association OETH. Mais ça, on y reviendra. Et la dernière brique de notre activité, ce sont le conseil, les prestations en innovation sociale à destination de tout un tas de types d'organisations et de structures. Donc, on a été amené d'ailleurs avec l'OETH à organiser un hackathon, par exemple. On a créé la fresque de l'innovation sociale. Voilà, on fait des prestations diverses et variées, de co-développement, etc. Sur tout ça, le lien dans ces prestations-là, pardon, c'est vraiment l'innovation sociale. Et peut-être pour finir avec quelques chiffres clés, pour vous donner un petit peu une idée, pour appréhender voilà, ce qu'on fait à 21. On a accompagné plus de 80 solutions intrapreneuriales et entrepreneuriales en 5 ans. On a eu accès à une bonne centaine de terrains d'expérimentation, c'est-à-dire des unités locales, du réseau bénévole ou des
des établissements qui nous ont ouvert leurs portes pour qu'on puisse expérimenter les solutions. Dans le cadre du coworking, on a une centaine de coworkers qui travaillent ici. Les coworkers de 21 sont des structures soit dans le domaine de l'ESS, économie sociale et solidaire, soit dans le domaine du secteur SSMS, donc secteur sanitaire, social et médico-social. On reçoit chaque année une centaine de candidatures, ça va varier en fonction des années, et on mobilise chaque année une vingtaine de mentors, référents métiers et experts qui nous aident du coup à avancer et à travailler et à accompagner au mieux nos entrepreneurs. Ça, j'y reviendrai après quand on parlera du programme. Et à la prochaine slide, c'est en fait, j'ai cru que j'allais passer la main à Marie, mais pas encore tout à fait, pour vous présenter nos programmes d'accompagnement actuels. Donc, on a un programme intrapreneuriat, comme je le disais, à destination des volontaires de la Croix-Rouge française, c'est-à-dire des salariés et des bénévoles. Et nous avons également un programme Impact Data qui vise à accompagner des structures ayant des solutions numériques pour la santé. Et on a notre fameux programme emploi et handicap qu'on va vous présenter juste après. Sur ce, je passe la main à Marie Mas pour parler de l'association OETH. Merci Emma, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Marie Mas, donc, directrice adjointe au sein de l'association OETH et plus particulièrement en charge d'activités conseil et innovation. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter OETH et vous présenter également l'origine et ce pourquoi nous sommes en partenariat donc avec 21, l'accélérateur d'innovation sociale du secteur. Alors, avant tout, en effet, l'idée, c'était de vous présenter un petit peu OETH et vous donner des éléments de contexte. Donc, OETH est une association qui porte en fait un accord handicap, qui est l'accord handicap du secteur donc sanitaire et social, donc associatif, qui a une existence depuis maintenant plus de 30 ans, puisque l'association a été créée donc en 1991 à l'origine par une fédération employeur, donc qui est la FEAP, qui avait pour objectif d'être exemplaire sur la question de l'emploi des personnes en situation de handicap pour notre secteur et donc de pouvoir avoir une politique handicap active sur le sujet. Et suite à la signature de cet accord issu du dialogue social, l'association donc OETH est née. Ces missions à OTH aujourd'hui, c'est d'être bien sûr une réponse à l'obligation d'emploi des très handicapés, donc à la loi. Donc ça va de collecter les contributions jusqu'à apporter une proposition et développer une offre spécifique. Notre accord handicap, il est porté autour de 3 axes. Un axe qui est autour de l'embauche, donc comment favoriser l'emploi des personnes en situation de handicap donc dans le secteur. Un axe autour du maintien en emploi, qui est comment accompagner les salariés du secteur qui pourraient être qui pourraient avoir une problématique de santé qui aura un impact sur le travail, donc à sécuriser leur parcours et leur employabilité. Et un troisième axe qui est de l'engagement durable sur le sujet du handicap et de pouvoir donc accompagner tous les employeurs donc, du secteur dans une démarche plus anticipée, plus engagée, structurée autour de ces questions. Donc voilà, on a pour cela donc une offre de service qui va être déclinée donc sur 3 axes que je vous présenterai juste après. En attendant quelques chiffres, donc notre secteur aujourd'hui c'est quasiment 19 000 donc, établissements qui sont rassemblés autour de plus de 4 300 donc, associations. Avec une représentation sur tout le territoire français, et donc qui couvre à peu près 750 000 salariés. Et donc avec une forte part d'établissements, on va dire, d'établissements qui accompagnent des personnes en situation de handicap, en sachant qu'on a vraiment ces trois grandes activités qui sont le sanitaire, le social donc, et le médico-social. Voilà notre offre de service actuelle. Donc, OETH, donc c'est une équipe de 20 salariés, pardon, une vingtaine de salariés pour agir au quotidien sur de l'information, du conseil et de l'accompagnement donc auprès des adhérents, donc des adhérents à ces organisations employeurs et donc à des employeurs relevant de l'accord OETH.
c'est toute une proposition d'aide et de soutien financier pour ces structures, donc ces employeurs, et des solutions spécifiques au secteur. Ce qui est important, c'est qu'OETH est né pour répondre à un besoin particulier du secteur sur la possibilité d'employer donc des personnes en situation de handicap et donc d'agir au quotidien en proposant des dispositifs, que ce soit en matière d'accès à l'emploi ou en matière de maintien en emploi qui sont spécifiques au secteur. Je n'y vais pas plus loin à ce niveau-là, puisqu'on va le décrire un peu plus tard finalement, parce que ce qui nous lie fortement entre 21 et OTH, c'est que le partenariat avec 21 est une des réponses justement à cet axe-là, qui est de proposer des solutions spécifiques donc, à notre secteur. Hop, j'ai actionné mon micro. Donc, pour vous parler du programme Emploi et Handicap, l'historique est le suivant. Donc, c'est un programme qui a été créé en 2020, qui va bientôt fêter ses 4 ans. Il y a eu 4 promotions d'entrepreneurs qui ont été accompagnés, ce qui représente au total 16 projets. Et l'objectif général, global, disons, de ce programme, c'est de promouvoir l'emploi des professionnels en situation de handicap dans le secteur sanitaire, social et médico-social. Qu'est-ce qu'on entend par emploi? Donc inclusion, recrutement, maintien dans l'emploi, prévention. Et des professionnels, ce sont vraiment les salariés, les collaborateurs, les personnes qui travaillent dans ce secteur. Et pour en savoir plus, j'ai indiqué le lien vers le site de 21 et qui vous emmènera directement du coup sur le programme Emploi et Handicap. On pourra vous transmettre la présentation après le webinaire si vous le souhaitez, bien entendu. Et je te passe la main, Marie, pour le volet un petit peu plus sectoriel. Ouais, merci Emma. Le partenariat maintenant avec 21 date depuis quelques années, puisque c'est en 2020 où on s'est engagé en fait aux côtés de 21 pour favoriser les innovations sociales dans notre secteur, mais innovations qui finalement sortent un peu de toutes les actions qu'on avait déjà pu porter, nous. C'est-à-dire que il y a 4 ans maintenant, on était à proposer des innovations, soutenir les innovations, on va dire, de nos adhérents, nos employeurs sur le secteur, nous porter des dispositifs spécifiques au secteur. Mais on avait besoin, c'est d'être nourri et de faire le lien entre des entrepreneurs ou des futurs entrepreneurs qui peuvent avoir des idées innovantes qui sont soit issues d'un autre secteur d'activité, soit elles-mêmes issues de notre secteur, mais qui viennent être portées jusqu'à nos enjeux. Et donc les enjeux, et qui sont constants en fait autour de ce programme, puisqu'elles sont directement connectées en fait à l'orientation de l'OETH et à la colonne vertébrale, on va dire, de l'OETH, c'est de favoriser l'emploi des professionnels en situation de handicap au sein même du secteur sanitaire, social et médico-social. Donc, on est vraiment dans l'idée, dans ce partenariat avec 21, de promouvoir des projets, des idées, des projets qui sont complètement connectés finalement avec notre raison d'être, qui est en effet cet axe de favoriser l'emploi. Et donc, favoriser l'emploi, ça va être à différents niveaux. C'est-à-dire que tous les projets qui vont nous intéresser sont les projets, qui vont nous permettre de favoriser l'accès à l'emploi, donc le recrutement, et donc réduire les inégalités d'accès à l'emploi pour les personnes en situation de handicap. Donc, favoriser le recrutement. Ça va également être sur le volet donc maintien en emploi, comment accompagner le parcours des professionnels du secteur qui rencontrent des problématiques dans leur maintien en emploi, donc dans notre secteur sanitaire, social et médico-social. Ça va être de professionnaliser les pratiques handicap donc auprès des employeurs et donc comment eux-mêmes peuvent monter finalement sur une organisation, une structuration qui leur permette de porter ces enjeux-là dans leur culture RH. Et également sur le volet préventif, puisque on voit bien que sur les questions, par exemple, de maintien en emploi, si on n'agit pas en prévention, on sera toujours dans de la gestion d'urgence et du curatif. Et donc, c'est les projets aussi de prévention qui vont être en lien avec le sujet du handicap, vont particulièrement nous intéresser. C'est des enjeux propres au secteur. Pourquoi ils sont posés, ces enjeux? C'est qu'on a quand même des spécificités dans notre secteur qui ne sont pas, on va dire, neutres. C'est-à-dire qu'on a dans notre secteur des problématiques qui peuvent être liées en maintien d'emploi à la pénibilité des métiers, donc sur certains métiers,
Je pense notamment directement au métier d'aide-soignant. Les métiers de soignants peuvent être un métier assez pénible, soit lié à une implication sur le volet physique ou psychique. On peut avoir donc des forts volumes de licenciements dans notre secteur et donc tous les projets qui vont être autour de accompagner ça, comme accompagner le maintien en emploi, prévenir le handicap sur ces thématiques-là, ça va être plutôt des projets qui vont vraiment fortement nous intéresser, on les structure, comment on les accompagne. Mais on a aussi un secteur qui est en déficit d'attractivité. Donc, sur le recrutement, c'est aussi comment faire en sorte que notre secteur, qui a des grandes problématiques de recrutement, qui va avoir des besoins de recrutement très importants sur les prochaines années, on puisse répondre à ces enjeux d'accès à l'emploi vers nos métiers. Donc là, on a réuni finalement tous les ingrédients qu'on trouve et axe et champs d'intervention possibles sur lesquels on souhaite soutenir finalement des initiatives ou des nouveaux projets pour répondre directement finalement aux enjeux qui sont posés, notamment par l'accord handicap de OETH. Alors, peut-être pour vous présenter la nouveauté 2024, je réalise qu'il manque peut-être une petite diapo pour vous expliquer ce que c'était qu'avant, finalement, ce programme jusqu'à présent. Donc, je vais vous le dire à l'oral. Donc, jusqu'à présent, le programme emploi et handicap portait sur le parcours expérimentation. Donc ça, vous verrez dans le dossier de candidature. Et une des questions vers la fin du dossier, on vous demande si vous souhaitez plutôt postuler au parcours incubation ou au parcours expérimentation. Et le parcours expérimentation, c'est ce qu'on fait depuis 4 ans, qui fonctionne très bien et qui fonctionne de la manière suivante. Il s'agit d'un programme d'accompagnement de 10 mois dans lequel des personnes ayant un projet déjà existant, ayant déjà fait sa preuve de concept, va être expérimentée auprès des établissements qu'on appelle nous terrains d'expérimentation, de la Croix-Rouge française, de l'association OETH et éventuellement également de Nexem. Donc, c'est un programme qui est réparti en 3 phases. La première, c'est le cadrage. Donc, c'est un temps où on prépare l'expérimentation, on identifie les terrains d'expérimentation, on travaille sur une petite partie contractuelle, vous rencontrez vos référents métiers. Voilà, vraiment, c'est mise en mouvement. Premier séminaire collectif d'accompagnement, pardon. Voilà, ça c'est la première phase qui dure quelques mois. Ensuite, la phase principale, c'est la phase d'expérimentation qui dure environ 6 mois, dans laquelle vous allez être amené à aller tester votre solution déjà existante au sein d'établissements qui se seront portés volontaires. Et la dernière phase, c'est la phase de bilan, où finalement on fait le bilan des expérimentations et on détermine ensemble s'il y a des souhaits de poursuite de collaboration avec les différents partenaires, à savoir la Croix-Rouge française et l'OETH. Ça, c'est le programme tel qu'il a existé jusqu'à présent. Si vous avez des questions sur ce que je viens de dire, si ce n'est pas clair, si vous avez besoin de précision, n'hésitez pas à le mettre dans le chat, dans les questions-réponses, et j'y répondrai. Et là, du coup, je vais vous parler de la nouveauté 2024, qui est la création d'un deuxième parcours d'accompagnement qu'on a appelé le parcours incubation. Alors, c'est un nouveau parcours d'accompagnement et finalement, à qui s'adresse-t-il et pourquoi est-ce qu'on l'a créé? L'idée, en fait, c'est que jusqu'à présent, notre parcours expérimentation s'adressait davantage, comme vous l'avez compris du coup, à des porteurs de projets, voilà, ayant créé une structure juridique, ayant fait une preuve de concept, ayant éventuellement des premiers clients ou partenaires. Et on s'est dit que ce serait quand même super intéressant, finalement, pour le secteur, de pouvoir s'ouvrir à l'incubation, c'est-à-dire à des personnes qui n'en sont pas encore au stade de finalement déployer, développer leur activité, mais qui en sont vraiment au stade de l'idée ou du, entre guillemets, petit projet. Enfin, j'allais appeler ça bébé projet, sans aucune malveillance, mais vraiment des personnes qui ont à ce stade une idée ou un projet, mais qui, voilà, qui n'a pas été encore monté ni structuré, qui n'a pas encore été testé, prototypé, éprouvé. Donc, si je reprends les slides, l'objectif, c'est de passer du projet à l'idée et l'objectif de ce parcours, c'est de transformer du coup des idées innovantes en projets concrets, toujours dans la même veine, pour l'emploi des professionnels en situation de handicap dans le secteur.
Pour qui s'adresse du coup ce parcours, excusez-moi, pour des personnes ayant un projet au stade vraiment initial ou une idée, et comment se déroule l'accompagnement finalement d'une manière assez similaire au parcours expérimentation. C'est le même package d'accompagnement que je vais vous présenter juste après, mais évidemment le contenu n'est pas le même puisqu'on va faire toute une phase d'exploration pour définir la problématique sociale à laquelle on souhaite s'adresser, euh, une phase de prototypage, euh, donc de vraiment création du projet, de test de ce prototype auprès des acteurs du secteur, et après, évidemment, une phase de bilan, comme pour le parcours expérimentation. Alors, il me semble avoir vu passer une question, ou pas. Alors, bon, j'y répondrai peut-être après. En tout cas, pour ce qui est des modalités d'accompagnement. On est sur un programme, que ce soit le parcours incubation ou le parcours expérimentation de 10 mois, donc qui débutera en septembre 2024 et qui se terminera en juin 2025. Dans l'accompagnement, évidemment, il y a des séminaires collectifs d'accompagnement. Il y en a 3 d'une durée de 2 jours qui sont dispatchés entre septembre et juin. Donc en général, c'est autour du mois de septembre, puis au mois de février et puis au mois de mai, qui se déroule à 21 ici en présentiel et à l'occasion desquels voilà, on parle des différentes problématiques que vous rencontrez, de l'expérimentation. Voilà. Et dans le cadre de la création du nouveau parcours, on va créer un séminaire dédié au parcours incubation, personnes qui ont rejoint ce parcours-là, et on va créer un séminaire dédié au parcours expérimentation. Ce que vous avez dans le package d'accompagnement, c'est évidemment, bien entendu, les mises en lien avec les terrains d'expérimentation, donc avec les établissements auprès desquels vous pourrez tester votre solution déjà existante ou tester votre prototype naissant. On vous met également en relation avec des experts métiers de la Croix-Rouge française qu'on appelle des référents métiers, qui en fait complètent l'accompagnement que moi je peux faire. D'ailleurs, c'est pas écrit, pardon, mais évidemment, il y a une mise à disposition d'une coach qui est moi-même, en l'occurrence pour le programme emploi et handicap. Et je suis accompagnée, moi, voilà, d'experts métiers qui ont une expertise sur vraiment la thématique de votre projet à vous. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a les lauréats, on identifie finalement quel est le cœur de votre projet. Et moi, après, mon travail, c'est d'aller chercher la bonne personne en interne qui puisse du coup répondre à votre... enfin, qui puisse avoir un regard d'expert sur votre projet. Moi, mon expertise, en tout cas ma spécialité, c'est l'accompagnement, c'est le coaching, et je ne connais pas par cœur le secteur, donc je m'appuie sur des personnes qui le connaissent bien mieux que moi. Ensuite, vous avez accès à une bourse d'un montant de 15 000 € qui est exclusivement dédiée à l'accompagnement, c'est-à-dire pour développer votre prototype, pour développer vos expérimentations, pour vous déplacer sur le terrain, pour venir à 21 en région parisienne pour les séminaires, etc., etc. Et enfin, une mise en réseau avec la Croix-Rouge, l'association OETH, leurs partenaires respectifs et la communauté des alumni de 21. Alors, il y a des questions. On me demande, alors je ne sais pas qui a posé en premier, donc je lis. Bonjour, dans votre dossier pour le parcours incubation, vous demandez les détails financiers sur le projet. Est-il nécessaire pour valider la demande? Très bonne question. Alors, pour tout vous dire, j'ai repris le questionnaire, le dossier, excusez-moi, de candidature de l'année dernière, qui du coup s'adressait exclusivement au parcours expérimentation. Donc j'ai adapté le dossier, mais il y a effectivement des questions qui, pour le parcours incubation, ne sont pas 100% adaptées. En fait, on a pris la décision, on a fait le choix de ne pas faire 2 dossiers de candidature pour ne pas éparpiller tout le monde et perdre tout le monde. Donc, il y a qu'un seul dossier de candidature, mais effectivement, il y a des questions qui, pour le parcours incubation, sont un petit peu prématurées. Donc, si vous n'avez pas de réponse ou pas encore réfléchi à ces éléments-là et que c'est une question obligatoire, n'hésitez pas à mettre tout simplement, je n'y ai pas encore réfléchi, ou RAS, enfin donc rien à signaler, ou ce que vous voulez, en tout cas mettre une petite phrase, sinon malheureusement vous ne pourrez pas euh, euh, valider votre candidature, finalement finaliser. Donc vous allez être obligé de répondre aux questions obligatoires. Mais si vous n'avez pas, voilà, cette question-là est trop en amont pour vous, ou voilà, vous n'avez pas la réponse, n'hésitez pas tout simplement à le signifier via une phrase.
Donc, et comme vous l'aurez compris, du coup, le parcours incubation, c'est une nouveauté pour nous. Donc voilà, on va prendre nos marques aussi et on a hâte de découvrir tous vos projets en incubation et de du coup les évaluer. Mais en tout cas, on fera preuve de souplesse, bien entendu, et d'agilité par rapport aux candidatures du parcours incubation, puisque le dossier de candidature jusqu'à présent était plutôt adapté au parcours expérimentation. Et je lis l'autre question du coup. Est-il possible d'être une entreprise déjà créée avec une activité et pouvoir rentrer dans le cadre d'un parcours incubation pour le développement d'un nouveau projet? Alors, c'est une excellente question à laquelle personnellement je n'avais pas réfléchi pour être tout à fait honnête. Pour moi, je vois pas du tout pourquoi ça pourrait poser un problème. Je te laisse peut-être rebondir, Marie. Je pense que à partir du moment où c'est une idée que vous avez, que vous souhaitez développer, en fait, finalement, que vous fassiez partie d'une entreprise ou pas, qui a, un certain nombre d'années d'existence, ne pose pas de problème. Donc pour moi, la réponse, c'est tout à fait OK. Mais du coup, je te laisse peut-être rebondir, Ouais, Marie. je te rejoins, Emma, hein. Pour moi, il n'y a pas de problématique. De toute façon, l'intérêt, c'est aussi l'idée et de pouvoir porter cette idée pour qu'elle devienne quelque chose. Donc après, quel que soit finalement votre statut, celui-là, en tout cas, ne questionne pas. Au contraire. Super, merci Marie. Je continue peut-être avec les questions. N'hésitez pas à me dire, hein, si on a bien répondu à vos questions ou pas. Alors, est-il possible d'être 3 auto-entrepreneuses ayant la volonté de s'associer autour d'une réponse unique? Alors, de rien, Julien, je vois votre message en même temps. Pour moi, c'est tout à fait OK. Je sais pas pareil, Marie, ce que tu en penses. Mais, à partir du moment où vous avez du temps à dédier à l'accompagnement, que vous soyez un, 2, 3 ou plus, c'est tout à fait OK. Ouais, je pense que ce qui est important, c'est en effet de définir comment vous vous organisez dans la candidature finalement pour pouvoir et comment vous êtes organisé, quel investissement en effet vous pouvez avoir. Et après, c'est pendant l'incubation que va se réfléchir quel est le statut et le devenir finalement du projet. Super, merci Marie. Je lis une autre question de Bertrand qui dit, que vous hésitez à postuler entre, le parcours incubation, le parcours expérimentation. Comment je peux, moi, vous aider à faire le choix? Tout simplement, vous pouvez m'envoyer un mail. Mes coordonnées vont être, inscrits à la fin de la présentation, donc je peux vous les dire maintenant, vous me direz. Donc c'est Emma, E-M-M-A, point Lopez, L-O-P-E-Z, 1, comme le chiffre 1, parce qu'il y a donc plusieurs Emma Lopez, arrobase 21, donc 2, 1, tiré du 6, croix, C-R-O-I-X, tiré du 6, rouge, comme la couleur, point .fr. Emma.lopez1, arrobase 21, croix, rouge.fr. Cette adresse-là est indiquée à la fin de la présentation qu'on vous transmettra. Donc, pour celles et ceux qui ont des questions et des hésitations entre le parcours incubation et expérimentation, n'hésitez pas à m'en faire part par mail d'une part, et d'autre part, si vous avez déjà, je ne sais pas, finalisé votre dossier, évidemment, on fera preuve de souplesse. C'est-à-dire que si jamais vous avez un super projet et qu'on estime que finalement, vous avez un petit peu mal jaugé parcours incubation, vous êtes trompé, il fallait plutôt postuler au parcours expérimentation, n'ayez crainte, on vous appellera, je vous appellerai et je vous dirai: «OK, bah, super, merci pour votre candidature, mais finalement, ce que vous nous avez proposé comme dossier correspond plutôt à l'autre parcours. Est-ce que vous êtes toujours d'accord pour être accompagné, dans le cadre de l'autre parcours?» Oui, et ce qui est Voilà. peut-être important à dire, c'est qu'on n'a pas fléché un volume, incubation ou expérimentation, et que c'est plutôt le projet le projet en tout cas et sa pertinence et son intérêt qui sera évalué côté OTH et côté 21 notamment la capacité à pouvoir le mettre en œuvre, mais que ce soit incubation ou expérimentation, on n'a pas fléché un volume, on répartira en fonction des projets qui nous auront intéressés. Merci Marie et je lis une dernière question, en tout cas à ce stade, de Kellig. Si le projet ne prend pas forcément en compte la pénibilité du travail, est-ce que les candidatures peuvent être malgré tout retenues? Je te laisse peut-être répondre, Marie.
Oui, en effet, j'ai évoqué tout à l'heure un sujet qui est une des spécificités du secteur, mais il y en a plein d'autres et il n'y a pas que la pénibilité du travail. Tout va dépendre du projet. Nous, l'intérêt pour ETH, c'est que on est vraiment sur une réponse autour de notre champ qui est l'emploi des personnes en situation de handicap, donc sur le volet donc recrutement, maintien ou engagement plus durable, on va dire, mais avec cette touche de quelle est la réponse pour ce secteur. Donc, c'est-à-dire que dans la candidature, ça veut dire de prendre en compte finalement ce secteur, en quoi il est spécifique et en quoi finalement mon projet est une véritable réponse pour ce secteur. Ça, c'est hyper important parce que on peut se retrouver avec des projets qui n'ont pas, ne se raccrochent pas à quelque chose qui est en lien avec une spécificité de notre secteur. Après, encore une fois, ça, c'est quelque chose où on pourrait même au préalable, si vous avez des questionnements autour de ça, donc échanger, il y a aucun problème. Emma pourra faire, pour faire le lien. Mais l'important, c'est de s'adresser à notre secteur et être dans ces axes qu'on a évoqués tout à l'heure. Il peut y avoir des initiatives qui sont déjà portées dans d'autres secteurs qui peuvent être finalement adaptées pour notre secteur. Mais en fait, dans votre regard, si vous êtes intéressé par cet appel à projet, c'est vraiment de réfléchir sur en quoi on peut avoir une réponse pour ce secteur. Absolument. Et du coup, pour rebondir sur ce que vient de dire Marie, pour vous donner peut-être un exemple, hem, pour concrétiser les propos, il arrive chaque année que dans le cadre du parcours expérimentation, on accompagne, des porteurs de projets qui ont déjà une solution qui existe, donc mais qui l'ont testée, dans, le secteur BTP ou dans le secteur, des secteurs tout à fait différents et qui pour la première fois finalement veulent, tenter d'adapter leur outil, leur solution au secteur sanitaire, social et médico-social. Et par rapport aux critères d'éligibilité, j'ai l'impression qu'on a épuisé les questions. N'hésitez pas à continuer à nous les transmettre, c'est super. Du coup, les critères d'éligibilité sont les suivants. Donc toute personne ayant une idée ou un projet à impact social, répondant du coup aux enjeux qu'on a évoqués, qui a identifié un besoin social important et ou urgent dans le secteur sanitaire, social, et médico-social, auquel, peu ou en tout cas, enfin, les solutions actuelles ne répondent pas de la même manière. Une personne, du coup, plusieurs personnes ayant identifié une solution, permettant d'adresser de manière efficiente le fameux besoin social et de produire un impact positif, important et un impact social positif. Un projet ayant un potentiel de développement, un intérêt pour développer le secteur du coup, le projet, excusez-moi, dans le secteur sanitaire, social et médico-social, c'est vraiment ce que disait Marie. C'est ça qui fait la différence, hein, en général dans les dossiers, c'est vraiment, si vous souhaitez, voilà, développer, adapter, votre projet ou créer un nouveau projet dans ce secteur qui, comme le disait Marie tout à l'heure, a des enjeux propres. Ensuite, avant-dernier critère d'éligibilité, c'est une expérience, ou une expertise sur la problématique. Donc ça, c'est plutôt lié à l'équipe projet et une vision ambitieuse et des qualités entrepreneuriales. Voilà, ça, c'est le package total de tous nos critères d'éligibilité, sachant que finalement, comme l'a déjà dit Marie, mais je réinsiste, ce qui fait la différence, c'est le volet sectoriel. Je vois qu'on a 2 nouvelles questions, je me penche dessus. Antoine nous demande, «Bonjour, dans le cadre du coaching, proposez-vous un accompagnement sur la création d'un plan de développement business et sur des notions plus financières?» Alors merci beaucoup Antoine pour votre question, et merci à toutes les personnes d'ailleurs, auparavant qui ont posé des questions. Pour répondre alors l'idée c'est que on ne propose pas à ce jour alors encore une fois, parcours incubation, c'est nouveau. Donc pour ce qui est du parcours incubation, on va apprendre en même temps que vous. En revanche, là où je peux vous apporter un élément de réponse, c'est que les 15 000 € de bourse qu'on vous transmet, peut être utilisé, pas forcément, mais peut être utilisé pour mobiliser des experts métiers sur des thématiques, dont moi je n'ai pas l'expertise ou dont les experts métiers qui m'épaulent n'ont pas l'expertise non plus. Donc on peut faire appel à des coachs sur des problématiques données, mais il faut garder en tête et ça, on travaille un budget prévisionnel ensemble, que c'est de l'argent qu'on va prélever de votre bourse. Donc pour répondre à votre question, moi, à titre personnel, je n'ai pas une expertise, sur ce sujet-là. Après, tout dépend évidemment à quel niveau vous souhaitez,
qu'on aborde ce sujet-là. Moi, j'ai les bases, bien entendu, mais je ne suis pas consultante dans ce domaine-là. J'espère que ça a répondu à votre question. En tout cas, on peut faire appel à tout un tas d'experts. Excusez-moi, j'essaie de rallumer la lumière. Voilà. Dans différents domaines. Voilà, notamment pour les parcours incubation voilà, communication, stratégie RH, stratégie plus largement financière, etc. Alors là, c'est une question un petit peu plus longue. Je vous la lis. Bonjour, nous sommes une entreprise à impact sociétal qui favorise l'économie circulaire, le commerce de proximité et qui assure du lien social en direction de publics éloignés de l'emploi. Peut-on concourir? Le fondateur est lui-même en situation de handicap. Notre secteur d'activité est celui de la maintenance automobile curative préventive qui connaît une forte croissance. Alors, de ce que vous me dites ici, et nous pourrons en discuter après par mail, etc., si vous le souhaitez évidemment, à mon sens, du fait que votre secteur d'activité est la maintenance automobile et préventive, il n'y a pas forcément de lien avec les métiers du secteur sanitaire, social et médico-social, puisque nous cherchons des solutions pour l'emploi, pour l'insertion, pour l'inclusion et pour le maintien dans l'emploi des travailleurs, finalement, des personnes qui travaillent au sein du secteur. Je ne sais pas si tu souhaites rebondir, Marie? Merci Emma. En fait, ce que j'avais envie de dire, c'est que c'est difficile de répondre à votre question à ce Ouais, stade-là parce que ça mériterait d'en savoir plus en fait. Mais Emma a tout très bien dépend. répondu, c'est-à-dire qu'il faut qu'on s'adresse, nous, aux professionnels du secteur et être une réponse pour favoriser l'emploi, donc dans notre secteur d'activité plus particulièrement. Voilà la réponse. Donc c'est difficile à ce stade sans. Je veux dire, c'est pas, on va pas vous dire ne pas candidater, je sais pas, c'est regarder en effet l'appel à candidature, regardez les axes et voyez comment vous vous y retrouvez. Si vous vous y retrouvez pas, bah, en effet, ça ne sert à rien. Par contre, si vous y trouvez quelque chose, ben, ça n'empêche pas qu'on pourra, nous, avoir un regard dessus si vous candidatez. Et donc voilà. Mmh. Absolument, merci Marie. Et peut-être pour compléter la réponse initiale que j'ai apportée, en fait, si la solution ou l'outil que vous souhaitez tester peut permettre de favoriser l'emploi des professionnels qui travaillent dans notre secteur, évidemment, on s'intéressera à votre candidature et elle sera éligible. En fait, tout dépend finalement de ce que vous souhaitez proposer, que ce soit en parcours incubation ou expérimentation. Ça dépend vraiment du projet, en fait, plus que de votre cœur de métier. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, on a par le passé, dans le parcours expérimentation, accompagné des porteurs de projets qui venaient vraiment de secteurs, éloignés du nôtre et qui finalement avaient des solutions qui pouvaient servir au secteur. Voilà, j'espère qu'on a répondu à votre question et si ce n'est pas le cas, envoyez-moi un petit mail et on pourra en dialoguer ensemble, par, mail ou par téléphone. Et du coup, Vanessa nous dit qu'elle doit partir et qu'elle nous remercie pour la qualité des échanges et qu'elle regardera l'enregistrement pour la suite. Eh bien, avec grand plaisir, Vanessa. Le replay sera disponible. Et du coup, nous arrivons à la dernière partie du webinaire qui porte sur comment candidater. Et je viens de voir une question de Lauriane. Donc, avant d'aller sur la dernière partie, je réponds. L'appel à candidature peut-il concerner des personnes en situation de handicap qui ne sont pas encore en emploi dans le secteur, mais qui sont accompagnées par le secteur et qui pourraient devenir salariés du secteur en appui des professionnels? Alors, à chaud comme ça, je dirais oui, tout à fait. À partir du moment où vous avez une idée de projet ou un projet, déjà existant qui peut servir aux professionnels du secteur, ayant une situation de handicap, heu, absolument. Qu'en penses-tu, Marie? Je confirme. Super. Ouf, j'ai pas dit n'importe quoi. Donc je crois que c'est tout pour les questions. N'hésitez pas à nous les envoyer au fil de l'eau. Alors, pour, conclure, comment candidater? Parce que c'est quand même ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Alors, si vous souhaitez prototyper ou expérimenter votre projet auprès d'établissements de notre secteur, je vous invite à vérifier que votre projet répond aux critères de sélection que nous avons évoqués juste avant et qui sont disponibles sur la plateforme pour déposer votre dossier de candidature. Vous pouvez consulter le dossier de candidature, donc vous pouvez vous créer un compte et voir les différentes questions. Vous pouvez les compléter au fil de l'eau, sachez-le, vous pouvez faire un brouillon. Et vous pouvez envoyer un mail à moi-même
si vous avez des questions, voilà, des suggestions, des problématiques quelconques, des doutes, je me tiens à votre disposition jusqu'au, dimanche 31 mars à 23h59. Donc je ne travaille pas le week-end. Donc disons que je serai à votre disposition jusqu'au 29 mars, pour voilà, valider votre candidature, finir votre candidature et sachez qu'à partir du 2 avril, car le 1er est férié, nous, lirons attentivement toutes vos candidatures et le processus d'évaluation sera enclenché. Sans rentrer dans trop de détails, différentes personnes vont évaluer votre dossier, de la Croix-Rouge, de 21, de l'association OETH et les projets qui seront qui sont sélectionnés finalement, pour le jury, auront seront convoqués pour comment dire? Un webinaire en fait d'acculturation où vous préparez au mieux au jury qui aura lieu fin juin. Et le jury aura lieu en présentiel à 21 le 26 juin. C'est un mercredi, mercredi 26 juin. Et si votre projet est sélectionné à l'issue de ce jury, vous serez lauréat ou lauréate. Et sachez qu'il y a 4 lauréats ou lauréates par promotion et que, comme l'a indiqué Marie, il n'y a pas de répartition sur combien il y aura de projets, en incubation ou des projets en expérimentation. On se laisse vraiment la liberté de choisir, les projets les plus pertinents, les plus impactants pour le secteur, et après on verra, voilà, combien il y aura de projets accompagnés dans chacun des parcours et on adaptera notre accompagnement et notamment les séminaires collectifs d'accompagnement. Et pour vous montrer le calendrier, de la sélection, donc aujourd'hui nous sommes le 7 mars, c'est bientôt le printemps, au webinaire. Du coup Marie, tu peux passer à la slide juste après. L'appel à projet, comme on l'évoquait, se clôturera le 31 mars. Je te remercie. Et nous allons analyser les dossiers jusqu'à mi-mai. Donc il y a différentes phases. Je vous épargne, hein, mais voilà, moi, il y a la phase d'éligibilité, la phase de présélection, et après la phase du coup de mobilisation pour les jurys. Donc on annoncera les finalistes début juin. Et les projets non retenus, d'ailleurs, par la même occasion, bien entendu. On vous tiendra tous et toutes informés. Et le 21 juin, il me semble que c'est un vendredi à 9h30. Ah, bah ce sera le jour de l'été. Super, le jour de la fête de la musique. On aura l'acculturation en visio qui dure 1h30. Et après, le comité de sélection qui aura lieu la semaine d'après en présentiel à 21, le jury final. Et on annoncera aux projets qui sont lauréats qu'ils sont lauréats fin juin. Et en général, si on fait comme cette année, l'annonce publique au grand public sur les réseaux et cetera, sur notre site, aura lieu début septembre. Ça reste à confirmer. De toute manière, on a un petit peu le temps de voir venir. Voilà pour ce webinaire, enfin voilà pour en tout cas les diapositives que nous avions préparées avec Marie. Si vous avez des questions, c'est le moment de nous les poser. Il n'y a pas de questions bêtes. Voilà, et si vous n'osez pas les poser là, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Peut-être que Marie, tu peux mettre la dernière slide où il y a nos coordonnées à toutes les 2. Voilà, donc évidemment, on reste encore un petit peu, hein, si vous avez des questions, posez-les nous et si vous n'en avez pas, et bien voilà, envoyez-moi un mail, regardez le replay. Je pense que là, c'est l'appel, des ventres, parce que c'est l'heure de déjeuner. Hop, et il y a encore des questions, c'est super. C'est très clair, merci beaucoup Emma, Marie-Chloé. Bah, merci Bertrand, adorable, super, merci beaucoup. Et Philippe nous demande, vous avez parlé d'une bourse, pouvez-vous préciser ce qu'elle couvre? Très bonne question, donc la bourse est d'un montant de 15 000 € et vous pouvez l'utiliser comme bon vous semble, dans la mesure où ça vous permet de, pour le parcours incubation, prototyper votre projet et dans le parcours expérimentation, d'expérimenter votre projet. C'est-à-dire qu'au début de l'accompagnement, on fait un budget prévisionnel ensemble pour s'assurer que finalement toutes les dépenses que vous allez effectuer pendant l'accompagnement rentrent bien dans la bourse. Donc, ça peut couvrir des frais de matériel. Par exemple, vous avez, je ne sais pas, une solution numérique et dans l'établissement dans lequel vous allez expérimenter, il n'y a pas de tablette, d'ordinateur, de smartphone, que sais-je, ou pas assez. Ça peut couvrir ces frais-là. Ça peut couvrir des frais RH. Et ça couvre à chaque fois systématiquement des frais de déplacement parce que pour aller prototyper ou expérimenter, il faut se déplacer, parfois un petit peu partout en France pour aller
eh bien, au plus près des établissements qui se sont portés volontaires pour tester votre prototype ou votre solution déjà existante. Ça peut financer du logement aussi, parce que finalement, quand on se déplace, soit pour les expérimentations et les prototypages, soit pour les séminaires collectifs d'accompagnement 3 fois par an, il faut compter les logements. Voilà et on est ouvert, comme je disais tout à l'heure, ça peut aussi couvrir, des frais d'expertise, en fait, sur des thématiques données, sur lesquelles nous, on n'aurait pas l'expertise, Croix-Rouge, OETH, 21. Et ça peut couvrir d'autres choses que j'aurais oubliées évidemment, mais ça, vraiment, on en parle au début de l'accompagnement ensemble. L'objectif, c'est vraiment que ça permette de répondre à vos objectifs, heu, en 10 mois. Voilà. Alors, Bertrand, cette bourse sert à couvrir les frais sur présentation de justificatifs. Ce n'est pas une rémunération, on est bien d'accord. Alors, le mode de fonctionnement ont changé au fil des années. On a fait l'un, puis on a fait l'autre. À l'heure d'aujourd'hui, c'est une bourse qu'on vous verse en 3 fois sur présentation d'une facture. On ne demande plus de justificatif. Donc on vous verse la bourse en 3 temps, souvent après les séminaires heu, d'accompagnement collectif. Voilà. Donc il est possible que vous deviez avancer des frais, puisque le dernier versement a lieu en juin, donc à la fin de l'accompagnement. Voilà, dites-moi si j'ai répondu ou pas bien. Philippe nous demande: «L'établissement qui reçoit l'expérimentation pourrait-il solliciter un dédommagement prélevé sur la bourse?» Ah! Excellente question. J'ai oublié d'évoquer ça. Non, la réponse est non, tout simplement parce que, pour les établissements, les expérimentations sont gratuites. Heu, les établissements, si vous voulez, nous on fait un appel à manifestation d'intérêt au sein de nos établissements et on leur demande, voilà, qui est volontaire, qui serait intéressé pour expérimenter cette solution sur, parfois ça dure 2 semaines, parfois ça dure 4 mois, 6 mois, voilà, sur une temporalité donnée et du coup, les établissements n'ont pas à prélever, un montant de la bourse. Jamais. Enfin, sauf si, comme je le disais, par exemple, l'établissement a besoin d'une tablette pour, tester, votre prototype ou pour tester votre projet. Là évidemment, la tablette, sera financée via la bourse. Mais en tout cas, les établissements qui expérimentent ou qui vous accueilleront pour, prototyper, pour expérimenter, ne sont pas rémunérés. C'est vraiment sur la base du volontariat. Mais l'avantage pour eux, c'est que du coup, ces établissements-là ont accès à de l'innovation gratuitement. Super, OK, c'est très clair, merci Emma. Bon bah génial, j'en suis ravie. Hem N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Je sais pas quelle heure il est. Ah, il nous reste 10 minutes, super. N'hésitez pas. J'attends peut-être une petite dernière question et puis après, je vous laisserai, voguer à vos occupations. Alors, si vous avez une question, notez-la et sinon, heu, rendez-vous sur ma boîte mail si vous avez d'autres questions qui viennent au fil de l'eau. N'hésitez pas, je sais que parfois, moi j'ai été à votre place il y a quelques années. On se pose plein de questions quand on remplit un dossier de candidature. Donc voilà, s'il y a une question qui est problématique pour vous, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Et oui, ce que je voulais vous dire, ou pardon, qui est important, c'est de ne pas oublier de finaliser votre dossier. Donc de le vraiment de postuler, d'arriver à la toute fin et de cliquer sur, je sais plus quel est le mot exact, mais voilà, je valide mon dossier, pour qu'il soit évalué. Parce que malheureusement, on n'évalue pas les dossiers de candidature, n'étant pas finalisés. Voilà, donc ayez bien ça en tête, et si vous avez des questions, vous m'écrivez. Il nous reste à peu près, 1 mois ou 3 semaines d'appel à projet. Alors une dernière question.
Pouvez-vous nous donner des exemples d'expérimentations qui ont déjà été réalisées? Super. Alors pour ça, ce que je vous invite à faire, de mieux, c'est d'aller sur le site internet qui était sur une des précédentes slides. En tout cas, vous pouvez cliquer dans Google 21, enfin accélérateur 21, programme emploi et handicap, et vous tomberez sur la page du programme emploi et handicap du site de 21, et vous verrez, les 19, excusez-moi, les 16 solutions ayant été expérimentées à ce jour, et ça vous donnera des idées. Donc on a des projets plutôt numériques qui ont été accompagnés, on a des projets moins numériques comme un exosquelette, ou une formation, qui a été développée. Donc il y a pour ce qui est des exemples, est-ce que Marie, tu souhaites en donner un ou 2 plus explicites, ou est-ce qu'on redirige plutôt vers le site? C'était une question que je m'étais posée par rapport à ce webinaire. Honnêtement, je préfère pas parce que j'ai peur de vous orienter en fait sur certaines choses. En fait, il y a en effet, comme l'a dit Emma, je pense qu'il n'y a pas de numérique, non numérique. L'intérêt, c'est vraiment répondre à un enjeu RH sur l'emploi des personnes sur le gap de notre secteur. Et voilà, on va être friand finalement de tout type de projet qui pourrait être porté sur le sujet. Et si vous voulez vraiment savoir, en tout cas connaître les projets qui Mm, ont déjà été accompagnés, c'est disponible en ligne, mm. pour vous donner des idées. Hem, mais voilà, vraiment le principal, c'est que il faut que ça puisse répondre à un des enjeux, pardon, d'emploi de personnes en situation de handicap dans notre secteur. Donc, comment mieux, enfin, comment respecter l'obligation des 6% L'accès, d'emploi des voilà, personnes en ouais. situation de handicap, comment, contribuer au maintien dans l'emploi dans ce secteur, comment prévenir les situations de handicap dans ce secteur. Parce que peut-être, on aurait peut-être dû dire ça au départ, mais en tout cas, ce qui est très intéressant, moi, je trouve, dans ce secteur, et peut-être unique, je sais pas, c'est qu'il y a évidemment un enjeu de recrutement de personnes en situation de handicap, au même titre que tous les autres secteurs en France. C'est-à-dire que l'obligation légale, c'est qu'à partir de 20 salariés, une structure doit employer à minima 6 de personnes en situation de handicap. Donc il y a cet enjeu de respecter la loi, ou en tout cas d'embaucher des personnes en situation de handicap. Mais il y a un autre enjeu, qui est que c'est un secteur qui génère des situations de handicap, malheureusement, du fait des métiers que sont amenées à faire, les personnes, notamment par exemple, tu l'as dit Marie, mais voilà, porter des personnes, et du coup, les travailleurs, enfin les personnes qui travaillent dans ce secteur ont tendance, malheureusement, à s'abîmer le corps dans le cadre de leurs fonctions. Donc il y a un autre enjeu super, prégnant et important, c'est comment on prévient les situations de handicap, comment on anticipe, comment on fait en sorte que les personnes, heu, préservent leur corps, quoi, enfin préservent leur bien-être physique et mental, disons ça comme ça, dans le cadre de leurs fonctions. Donc c'est 2 enjeux, très très importants, cruciaux, et qui sont pas les mêmes. Donc il faut embaucher plus de personnes en situation de handicap, mais en même temps, les personnes qui font 20 ans le même métier dans ce secteur, il faut aussi trouver des nouvelles solutions pour leur permettre de continuer à travailler dans ce secteur. Donc par exemple en changeant de métier, quand une situation de handicap émerge, ou une situation de santé problématique. Et aussi du coup, comment on prévient finalement ces situations de handicap pour que les personnes puissent travailler dans de meilleures conditions, plus longtemps. Ouais, je pense que tu as plutôt bien résumé, Emma. En effet, on est à la fois sur l'enjeu de l'accès à l'emploi, le maintien à l'emploi et la prévention dans cette dimension plus préventive plutôt que d'agir tout le temps en curatif et pas d'avoir des réponses structurelles. L'autre spécificité aussi du secteur qui peut être intéressant à prendre en compte, c'est que on a des domaines d'activité déjà multi entre le sanitaire, le médico-social, le social, mais aussi donc des environnements de travail qui peuvent être différents, travailler avec les personnes âgées, des personnes en situation de handicap, mais aussi des tailles de structures. On peut avoir des très grandes associations comme des plus petites associations. Et donc, en fait, les besoins sont pas les mêmes. Et donc, c'est aussi ça qui est important, c'est de s'intéresser finalement à votre réponse, à laquelle elle s'inscrit finalement. Est-ce que c'est une réponse plurielle ou finalement à une cible spécifique dans notre secteur, qui peut être soit le champ des personnes âgées, soit le champ des personnes handicapées, soit finalement les petites structures ou les plus grandes associations, quoi.
Je vois que nous n'avons pas de nouvelles questions. Il est 12h56. Donc, je vous propose que nous allions tous déjeuner. Je vous remercie pour votre présence et votre attention et vos gentils messages. Rendez-vous sur ma boîte mail encore une fois, si vous avez des questions, je me tiens à votre disposition. Et j'ai hâte de lire vos dossiers de candidature. Merci beaucoup et merci pour vos messages. Bonne journée à tous et à toutes et à très bientôt, j'espère. Marie, si ça te va, je te laisse clôturer le webinaire.